Bonjour à tous. Pour cette dernière table ronde de cette journée dédiée à l'expérimentation territoriale, on vous propose d'aborder le sujet des démonstrateurs territoriaux et des territoires d'innovation. Et donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Sigrist, qui est directeur territoire numérique pour la région Grand Est. À ma droite, Carino Spicacci, directeur délégué auprès du directeur général des services pour la ville de Mulhouse. Jean-Charles Dron, qui est directeur opérationnel Imeuse Santé pour le département de la Meuse. Et à distance, Hélène Bissaga, qui est responsable du développement pour l'EPA Alzette Belleval et qui pourra aussi nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est un EPA. Et pour cette dernière séquence de la journée, on vous propose de prendre un peu de hauteur pour aborder le sujet de l'expérimentation d'un point de vue peut-être plus stratégique et montrer que l'expérimentation de solutions innovantes est aussi un outil au service de projets structurants que peuvent porter les territoires et qui s'inscrivent dans de réelles stratégies territoriales de transition. Et donc ainsi montrer quelques exemples de projets qui sont mis en œuvre sur les territoires. Ces projets structurants font notamment écho à deux commandements qui ont pu être évoqués ce matin dans le cadre des travaux du livre blanc. Il s'agit du commandement numéro 6 dédié à l'animation, qui est un des gros enjeux des projets sur les territoires, et le commandement numéro 10 sur l'industrialisation. Donc de montrer comment l'expérimentation peut s'inscrire dans la durée et s'industrialiser sur les territoires. Afin de mettre en œuvre ces projets structurants et notamment des projets d'expérimentation de solutions innovantes sur les territoires, il y a des opportunités qui sont offertes dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à projets, notamment portés au niveau national par la Caisse des dépôts et des consignations ou sous ses marques, notamment la Banque des territoires. Et aujourd'hui, nos intervenants représentent tous des structures qui ont été sélectionnées dans le cadre de ces appels à projets, donc félicitations déjà à vous tous, et qui vont pouvoir nous apporter un témoignage sur les projets qui ont été mis en œuvre, qui sont en cours ou qui vont être lancés. Et donc pour cela, je propose peut-être, pour quelques notes de contexte, de donner la parole à nos intervenants pour donner en quelques mots les enjeux du territoire qu'ils représentent ou de la structure qu'ils représentent. Donc peut-être Hélène Bissaga, donc vous représentez l'EPA Alzette Belleval, donc un EPA, qu'est-ce que c'est pour nos participants qui ne connaissent peut-être pas tous cette structure? Oui, bonjour. Désolée de ne pas être parmi vous. J'ai fait hier soir un test positif, donc c'est bien la preuve que le Covid circule encore. Donc merci de m'accueillir en visioconférence. Alors l'établissement public d'aménagement d'Alzette Belleval, c'est un établissement public de l'État qui dans sa gouvernance associe l'État et les collectivités, la région Grand Est, les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, et puis la communauté de communes du PIO Val d'Alzette. Nous gérons ce qu'on appelle une opération d'intérêt national, c'est une opération d'aménagement. En résumé, les OIN en France, il n'y en a pas tant que ça. C'est quand même essentiellement sur les grosses agglomérations en région parisienne, Bordeaux avec Euratlantique, Marseille avec Euromed, etc. Et puis Alzette Belleval. L'idée, c'est que sur un territoire, les collectivités et l'État considèrent que les enjeux sont tellement importants que, en termes d'aménagement, qu'il est nécessaire d'avoir une sorte de règle d'exception. Et là, l'État reprend un peu la main sur l'aménagement du territoire et crée à la fois un mode de gouvernance et un établissement spécifique. Donc nous, en résumé, ça correspond sur un territoire d'une communauté de communes qui compte à peu près 28 000 habitants à environ 250 hectares qui pourraient être aménagés en vue de la création de près de 8 000 logements. Voilà, je m'arrête là à ce stade. Ok, merci beaucoup. Donc Jean-Charles, au niveau du département de la Meuse, vous travaillez plus spécifiquement sur les sujets de e-santé. Donc peut-être premièrement, en quoi le département s'intéresse plus particulièrement sur ces sujets?
Je crois que le sujet de la santé, c'est un sujet qui touche l'ensemble des territoires en France et qui a une incidence particulière dans les territoires ruraux dont nous faisons partie dans le cas du département de la Meuse. Même si Meuse Santé, c'est un projet qui touche le département de la Meuse, mais aussi celui de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle. Et la problématique qu'on retrouve dans les territoires ruraux, c'est bien celui de l'accès aux soins, celui d'accéder à des professionnels de santé qui soient généralistes, mais surtout spécialistes. Et puis on a aussi affaire à une population qui est vieillissante. Et on a tous conscience des grands enjeux de santé qui sont face à nous. La raréfaction de la ressource médicale qui va encore s'amplifier pendant les années à venir, pendant une petite dizaine d'années, le vieillissement de la population et évidemment la problématique des pathologies associées, que ce soit les maladies chroniques notamment. Donc tout l'enjeu, c'était de prendre en main ces problématiques-là en tenant compte effectivement de l'intelligence des territoires et d'un écosystème de professionnels de santé qui a pris la mesure finalement de ce constat il y a déjà pas mal de temps et qui a commencé à s'organiser pour apporter des réponses. Ok, merci beaucoup. Peut-être Carino, à l'échelle de la ville, quels sont spécifiquement pour une ville comme Mulhouse les enjeux du territoire et qui sont représentés aujourd'hui par rapport au projet que vous allez nous présenter plus tard? Oui, bonjour à tous. Pour Mulhouse, on est donc ville à passé industriel fort et nous avons des sujets de reconversion de zones de friches importantes et notamment celle de DMC qui pour beaucoup, vous avez tous DMC en mémoire, la bobine de fil. Pour nous, DMC, c'est 13 hectares, c'est 115 000 mètres carrés de bâtiments à reconvertir et justement l'appel à projet que disait Apolline de démonstrateur de ville durable, pour nous est une véritable opportunité de transformer ce quartier en véritable quartier durable d'avenir. Et donc c'est pour nous un véritable effet levier pour transformer ce quartier-là vers un quartier plus résilient, plus inclusif, qui sont vraiment les objectifs de l'appel à projet. Ok, très bien, merci beaucoup. Et pour terminer ce premier tour d'horizon, donc Franck, concrètement, territoire numérique pour la région Grand Est, qu'est-ce que ça représente? Quelles sont vos actions sur les territoires en matière de transformation numérique, d'aménagement? Alors le premier sujet, et celui qui est peut-être maintenant un petit peu connu, c'est le déploiement de la fibre. On est parti de là en 2016 sur 2 réseaux publics que sont Rosas sur le périmètre alsacien et Losange sur 7 autres départements de la région, puisque la Moselle ayant un autre réseau public en parallèle. Et investir près de 2 milliards d'euros avec les fonds privés et publics cumulés pour juste regarder la télé, Netflix ou Prime, je ne suis pas sûr que ce soit réellement une dépense publique maîtrisée ou justifiable. Et donc aujourd'hui, l'intérêt, outre l'attractivité des territoires, et donc mettre les territoires ruraux au même niveau que les zones urbaines, puisque mon voisin a la chance d'être en zone urbaine où l'investissement à la fibre est fait par un opérateur privé, ce qui n'est pas le cas sur la grande majorité des communes du Grand Est, c'est de leur amener donc le même niveau d'attractivité en matière d'accès au très haut débit. Et c'est aujourd'hui de valoriser la présence d'un outil numérique pour pouvoir déployer de nouveaux usages au service des territoires et surtout des petites structures communales, puisque n'oublions pas que sur, grosso modo, j'arrondis les chiffres, sur 5200 communes dans le Grand Est, vous en avez plus de 90% qui ont moins de 2000 habitants. Donc le travail, on le démarre. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de solutions, on l'a vu, et notamment à travers Grand Esteur. Mais maintenant, comment valoriser l'ensemble de cet écosystème pour mettre ensemble l'outil numérique et les solutions? Ok, très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un panel assez diversifié d'acteurs qui représentent différents territoires avec différents enjeux. Et on va voir que l'expérimentation peut autant servir des territoires urbains que ruraux, avec un vrai enjeu de maillage territorial pour toute la région Grand Est.
Et maintenant, peut-être pour rentrer plus sur le concret et vous présenter les différents projets qui ont été mis en œuvre sur ces territoires, faire le lien avec les opportunités d'appel à projets et AMI qui ont été mises en œuvre. Donc 2019, AMI Territoire Innovation Grande Ambition. Donc l'État se dote d'une politique au travers du programme d'investissement d'avenir avec un appel à projet, un AMI visant la structuration de dynamiques d'innovation territoriale avec un enjeu de répondre aux transitions énergétiques, écologiques, numériques, démographiques et sociales des territoires. Dans ce cadre-là, le département de la Meuse se mobilise et y répond, est lauréat. Donc peut-être, Jean-Charles, vous pouvez nous témoigner de ce projet-là. Donc dans quel contexte avez-vous candidaté et quel est le projet plus spécifiquement qui a été présenté? Alors effectivement, on a été lauréat de cet appel à projet maintenant qui s'appelle France 2030 et dont l'objectif est bien de déployer dans les territoires des projets à impact à long terme. Donc vous l'avez bien compris. Donc nous on est sur la thématique de la santé. On a pu faire valoir un certain nombre de nos atouts à l'époque, un territoire rural sans doute, mais lorsque on met en commun les 3 départements, une composante rurale, mais pas que, puisqu'on travaille aussi avec la métropole de Nancy, donc on est sur un écosystème plus large. Le fait de pouvoir s'appuyer aussi sur le déploiement de la fibre était un avantage certain. Et cette intelligence des territoires, cette organisation qui était déjà en cours, un certain nombre de projets déjà menés, plus le renforcement du numérique, nous a amené à considérer un projet où l'idée était de s'appuyer finalement sur l'essor du numérique et des solutions de e-santé ou de santé numérique ou de télémédecine, appelons-le comme on le souhaite, pour apporter des solutions en complément à l'organisation des soins dans les territoires. Alors quand on parle de soins dans les territoires, c'est au sens large, hein. Ça concerne les professionnels de santé bien sûr, ça concerne aussi les patients, ça concerne les aidants, tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la bonne santé de la population. Et puis c'est multifactoriel, ça va concerner aussi bien la prévention que l'accès aux soins, que les maladies chroniques ou encore le maintien à domicile. Et c'est ce projet qu'on a déposé qui était lauréat. Donc il y a eu 3 projets santé qui ont été retenus au niveau national. Un qui est porté par nos cousins alsaciens, puisqu'on a la chance d'avoir en Grand Est 2 projets santé qui ont été retenus, celui porté par l'Eurométropole de Strasbourg et celui porté par le département de la Meuse, plus un autre projet à Lorient, plutôt porté handicap. Alors la réponse a été d'organiser un consortium de 40 partenaires, ce qui n'est pas chose simple, avec justement des profils très différents entre des collectivités, des acteurs économiques de petite et de grande taille, les acteurs de l'innovation, effectivement, on considère aussi que l'innovation est un axe clé de notre projet, le monde de la formation, donc voilà, tout ce maillage d'acteurs avec des attentes, des besoins et des temporalités très différentes. Les animés, c'est ce qui concourt, je pense, à mener à bien un projet comme le nôtre, mais qui est un vrai travail au quotidien. Donc on est un projet de 24 millions d'euros, même chose, des financements publics et privés. Et l'idée, c'est bien de tester dans les territoires des solutions innovantes qui aujourd'hui ont peut-être un peu de mal à trouver leur marché au niveau national ou international parce que les conditions de déploiement à grande échelle ne sont pas toutes réunies. Certaines de ces solutions qu'on expérimente ne sont pas remboursées par l'assurance maladie à date. D'autres sont remboursées mais font face à des problématiques de modèle économique ou de problématiques organisationnelles dans le cadre de leur déploiement. Donc il me sentait à la vocation à tester tout ça à petite, à grande échelle, dans les territoires, et après se poser les questions qui feront qu'on pourra les déployer à plus grande échelle. Et là, ça veut dire questionner les acteurs qui sont en charge de ces déploiements à grande échelle, les autorités, en leur apportant des éléments d'aide à la décision. Nous, quand on parle d'évaluation, on parle aussi beaucoup d'aide à la décision, parce que l'idée, c'est bien de pouvoir proposer des modèles, des prototypes, des propositions très concrètes d'action qui permettront à ces filières émergentes de se développer. Ok. Et peut-être également en quelques mots, quels ont été les facteurs clés de succès dans votre candidature? Quels sont peut-être les faits marquants à partager à nos participants dans le fait que vous ayez été lauréat? Alors, on a eu de la chance, déjà, je crois, d'identifier un appel à projet
sur lequel on pouvait concourir. C'était une première approche et on a eu l'opportunité de travailler avec le CEA, qui a une activité de développement économique sur le territoire et qui nous a amené à identifier cet appel à projet France 2030 et à y candidater. Après, il y a un vrai travail de concertation au niveau du terrain pour justement identifier des besoins très immédiats, des besoins plus moyen et long terme sur lesquels en fait ils peuvent se projeter. Et c'est bien finalement cette cartographie de projet qui fait qu'à un moment ça fédère ou pas. Et le troisième élément, évidemment, il faut qu'il y ait un portage politique. Et on a eu la chance d'avoir l'alignement des 3 départements sur ce même projet, le support de l'ARS, le support de la région Grand Est et de 2 GIP qui font du développement économique dans nos territoires. Ok, merci beaucoup pour ce premier témoignage. Deuxième opportunité, appel à manifestation d'intérêt démonstrateur ville durable, opéré par la Banque des Territoires, où nous avons la chance d'avoir 2 lauréats du Grand Est qui sont donc présents aujourd'hui pour témoigner. Doté de 305 millions d'euros, cette AMI avec pour objectif d'identifier des projets territoriaux apportant des réponses aux 4 défis de la ville durable, donc résilience, inclusion, sobriété et productivité urbaine. Et donc l'EPA Alzette Belleval a présenté une candidature et a été retenue comme lauréat. Donc Hélène Bizaga, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, son objectif ? Oui, merci. Alors, déjà, dans un premier temps, l'innovation, c'est quelque chose qui est assez identitaire pour l'EPA Alzette Belleval. On intervient sur un territoire qui est très particulier, où finalement, on a un territoire qui est plutôt périurbain, avec ce que ça veut dire en matière d'ingénierie, de capacité d'investissement, voilà, mais qui fait face à des enjeux qui sont plutôt de l'ordre de l'urbain, en termes de mobilité. Voilà, c'est un territoire qui est frontalier avec le Luxembourg. Les 3/4 de sa population active travaille à l'étranger. Et puis, c'est un territoire aussi où il y a de nombreuses friches industrielles, des friches sidérurgiques et des friches minières. Tout ça forme un cocktail qui fait que sur ce territoire-là, on n'a pas vraiment de réponse, entre guillemets, sur étagère aux questions qu'on se pose dès qu'on envisage des projets d'aménagement d'ampleur. Et donc, nous, le territoire faisait partie des écocités dès 2012, en fait. Et on a eu un programme d'action écocité tout du long. Alors, dans le cadre de l'AMI, nous, on a répondu plus spécifiquement sur le site de Micheville, qui est une de nos opérations d'aménagement phare. C'est une friche sidérurgique et minière, d'ailleurs, mais sur les 350 hectares que représente la friche, nous, on en aménage qu'environ une 50aine d'hectares, ce qui est significatif pour produire 2000 logements. Voilà, donc là, c'est un terrain qui était propice à nous pour nous à l'innovation pour plusieurs raisons. Déjà, ce caractère de friche qui entraîne des duretés techniques assez nombreuses. Et puis, ça nous positionnait bien dans l'état, dans l'ambition de cette AMI. Hein, vous l'avez rappelé, la résilience, l'inclusion, la sobriété et la productivité urbaine, c'était complètement dans l'ADN de ce projet. Donc pour nous, c'était une opportunité vraiment de prolonger à la fois les études, les travaux qu'on avait déjà engagés. Ça nous permet d'aller plus loin, si vous voulez. Très bien, merci. Deuxième projet, lauréat. On se retrouve à Mulhouse, autour du quartier DMC. Oui, comme Hélène, on avait déjà commencé à travailler sur ce quartier-là, sur cette friche depuis de nombreuses années. Et puis, effectivement, l'idée était vraiment de passer de cette cité interdite à un quartier ouvert sur la ville, avec des dimensions extraordinaires, des bâtiments, 115 000 mètres carrés de bâtiments, des bâtiments de plus de 60 mètres de long. Voilà, sur un patrimoine assez exceptionnel. Et tout l'enjeu pour la ville de Mulhouse était vraiment d'en faire un quartier de ville et d'en faire un quartier approprié par les habitants, et donc vraiment de changer de logique et d'aller sur un quartier durable, inclusif. Évidemment, l'ampleur du projet, je pense, a séduit pour être lauréat. Et l'intérêt aussi, c'est de montrer comment d'anciennes friches industrielles peuvent se transformer
en quartier durable. Alors évidemment, dans les critères de l'appel à projet, il y a toujours cette notion de réplicabilité. Comment des expériences menées sur un territoire peuvent être conduites ailleurs. Et à l'échelle nationale ou européenne, la question de friches industrielles en milieu urbain sont des questions qui se posent dans beaucoup de territoires. Donc évidemment, on a saisi l'occasion de cette AMI et notamment l'AMI est construit en 2 phases. Il y a une phase d'incubation de 36 mois où c'est une phase d'étude où on va mener de nombreuses études avec évidemment un volet innovation. Puis ensuite, si on passe cette étape-là, la phase de concrétisation avec la réalisation des travaux sur les 10 années suivantes. Donc évidemment, on a voulu mener cette expérimentation-là avec des innovations. Et ce qui a aussi été un de nos axes de réponse, c'est de faire des innovations évidemment technologiques, évidemment à l'amélioration de l'énergie, évidemment prendre en compte la nature en ville, la biodiversité, la question des îlots de chaleur, la question des mobilités. Mais on a aussi mis l'accent, et l'appel à projet le dit, sur le volet inclusion. Et souvent, on a trop souvent pensé que l'innovation passait uniquement par une solution technologique. On a souvent oublié l'habitant dans tout ça et ce qu'on appelle, nous, à Mulhouse, le bénéfice citoyen. Donc, on a réorienté notamment une partie de nos innovations, notamment notre jumeau numérique, sur l'apport aux habitants, aux futurs habitants et aux habitants du quartier. Donc, on a mis un peu l'accent sur le volet inclusion. Et peut-être quelques mots sur ce projet de jumeau numérique. Alors, je vous disais, effectivement, sur le jumeau numérique, on va essayer de cumuler deux points essentiels. Le premier évident, c'est être plus efficient dans la conduite de politiques publiques, énergie, suivi de l'espace public, de la biodiversité, vraiment des sujets qui nous permettent de mieux rendre nos politiques publiques plus efficientes et avoir une dimension prospective, donc ça évidemment. Mais ce que je vous disais, on souhaite aussi que ce jumeau numérique soit pour nous une plateforme collaborative urbaine et qu'elle puisse être appropriée par les habitants pour que ce quartier-là devienne un lieu de vie, un lieu de partage et de convivialité. Et justement, l'outil numérique, l'outil technologique est mis à profit de cette communauté de destin à l'échelle du quartier. Ok, très bien, merci. Franck, début 2022, en un temps record, la région se mobilise pour répondre à l'appel à projet Territoire intelligent et durable, également piloté par la Banque des Territoires, et dont l'objectif est d'identifier des projets de tests de pilotage ou gestion opérationnelle des politiques publiques grâce à la donnée ou de la création de nouveaux services innovants reposant sur l'utilisation des données à destination des acteurs du territoire. Donc, qu'en est-il du projet porté par la région et ses partenaires ? Alors on n'est quand même pas parti d'une page blanche. En fait, dès fin 2020, on s'est posé la question, notamment avec Losange, de savoir comment est-ce qu'on pouvait suivre le réseau au-delà de la partie sécurisation, fonctionnement du réseau fibre, sur un certain nombre d'éléments connexes au réseau. Le réseau, alors Rosas plus Losange, c'est un peu plus de 300 points d'énergie, par exemple. Donc, petite ville, si on veut, mais sur un territoire très vaste et sur lequel il faut avoir un petit peu de remontée de données, mais aussi des sites qui sont sous contrôle d'accès. Ces 300 sites sont sous contrôle d'accès. Donc il y a des remontées de données à croiser. Et de là est arrivée l'idée, début 2021, de mettre en place un hyperviseur. Voilà, le mot est dit. Personne ne sait ce que c'est, mais c'est pas grave. On y reviendra peut-être plus tard, mais c'est d'ailleurs l'objet de l'AP, de l'appel à projet.
de se dire qu'il nous faut un hyperviseur donc qu'on a financé dans le cadre du contrat Losange. Pardon. Est arrivé fin octobre le lancement de l'appel à projet avec publication du, ce que je vais dire moi, le Smart City à la française, puisque c'est un petit peu ça, et avec un premier dépôt qui était fixé au 17 janvier. Et effectivement, entre le 29 octobre, date de lancement, et le 17 janvier, on a réussi à mobiliser les différentes forces vives, y compris Grand Innov, pour pouvoir faire une réponse qui soit à la fois dans la notion de gestion de données, dans laquelle finalement le réseau devient un petit peu un tiers de confiance. Rapatrier de la donnée, alors il y a les données propres liées au réseau, mais du fait de la dimension très territoriale du réseau, ce réseau-là peut servir à d'autres, moyennant maîtrise de la donnée. Donc l'aspect souveraineté reste éminemment important parce que si on travaille avec des collectivités, et certaines collectivités sont déjà aujourd'hui clientes de Losange à travers un groupe fermé d'utilisateurs, GFU, ça veut dire tout simplement une boucle fibre qui est dédiée à une commune, par exemple, la donnée qui transite sur cette fibre-là reste propriété stricte de la collectivité et n'a pas vocation à sortir. De là est arrivée en parallèle la question, on met en place un outil, on traite, mais avant de dire on a trouvé la solution miracle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, il faut tester. Et pour tester, on a... alors, il y a déjà de l'envie. Hein. Quand je dis il y a de l'envie, au-delà de l'exemple même d'Imeuse Santé, il y a plein de territoires qui ont envie de démarrer quelque chose, mais ne savent pas nécessairement par quel bout prendre le sujet, parce que tous les territoires n'ont pas nécessairement des équipes dédiées où on a des capacités à recruter des chefs de projet, notamment dans les territoires ruraux. Et on a pu travailler en accord avec deux, finalement on en aura trois, mais ça c'est pas dans la réponse à la AP, on en met un de plus, mais trois territoires vitrines, trois territoires tests, sur lesquels en fait la démarche commence par, Alain tu me permettras de te parodier, mais chercher le caillou dans la chaussure des maires et comprendre par où est le problème. Et c'est vrai qu'en interrogeant, puisqu'on mène des interviews, hein, alors ça c'est peut-être le caractère un peu, je dis cerise sur le gâteau, parce que paradoxalement ça a beaucoup intéressé la Caisse des dépôts, ou Banque des territoires, on l'appelle comme on veut, dans l'interview. Pourquoi est-ce qu'on fait des interviews justement, des interviews filmées, je vois la caméra devant nous, mais c'est aussi pour pouvoir retranscrire fidèlement les propos de l'ensemble des 12 maires aujourd'hui, et sur 12 communes, on a 12 préoccupations différentes. On a un secteur qui est très préoccupé par les problématiques d'eau parce qu'il récupère la compétence GEMAPI. D'autres sont plutôt préoccupés par des questions de bruit et de pollution, et donc de santé. Et puis, le dernier territoire, pour l'instant, est plutôt tourné vers la préoccupation de la sécurité. Donc on a trois sujets, je ne dis pas que ce sont les seuls, mais en tout cas, c'est comme ça que la démarche a permis de faire la réponse, et c'est comme ça qu'on la travaille. 3 démonstrateurs et un travail, l'idée c'est tant d'avoir une forme de gouvernance informelle, je vais l'appeler comme ça, avec les 12 communes, la région et l'ensemble des partenaires du consortium, qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est la région qui est chef de file, donc il n'y a pas besoin de consortium en tant que tel. Merci, merci pour ce témoignage. Je vous propose maintenant qu'on a pu avoir une présentation des différents projets, de zoomer, de regarder un peu plus en détail comment ces projets ont été mis en œuvre. Et peut-être pourriez-vous chacun nous dire, si on devait résumer, quelques bonnes pratiques ou concernant l'ingénierie de projet. On a vu au travers des différentes tables rondes aujourd'hui que quand on met en place des expérimentations, se pose un certain nombre de questions juridiques, financières, partenariales, comment mettre en œuvre concrètement ces projets-là. Donc chacun, au travers de votre témoignage, vous pourrez peut-être nous dire comment, pour les participants qui sont présents aujourd'hui, comment engager ces démarches et quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête dans le cadre de ces projets structurants que vous portez.
Donc Jean-Charles, je vous propose de commencer. Merci. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de bonnes pratiques après 3 ans trois petites années de mise en œuvre, hein, quelque part. C'est vrai qu'on a des retours d'expérience. On est parti sur un modèle qu'on expérimente par le fait, parce que par elle-même, l'ingénierie de projet qu'on met en œuvre sur un projet de cette nature est innovante en soi. Donc, tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, disons qu'on a 2 modèles. On a le modèle initial, qui est celui en fait qui a été conventionné, contractualisé, notamment avec la Banque des Territoires et l'ensemble des financeurs, où pour les 40 acteurs qui font partie du consortium, on a défini des actions, des opérations, des objectifs, des livrables, et tout ça en fait s'appuie sur un accord de consortium qui nous permet de gérer toutes les problématiques d'engagement, de financement, etc. La question qui se posait pour nous en termes d'ingénierie, parce que tout ça on sait entre guillemets l'animer au quotidien, même si c'est complexe et que c'est une attention de tous les instants. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est de nous dire mais finalement en 2018 on a retenu 14 projets qui se veulent innovants. C'est un projet de 10 ans, donc on ne va pas faire vivre ces 14 projets pendant 10 ans. Il va forcément y en avoir d'autres. Il faut aussi qu'on ait des modalités pour faire rentrer de nouvelles entreprises. Il faut re-questionner le besoin en permanence, et il faut bien qu'on se dote de méthodos et d'outils pour ce faire. Et là, en l'occurrence, le projet tel qu'on l'avait entre guillemets défini initialement nous permettait de raisonner par vagues d'innovation consécutive, où la deuxième pouvait s'appuyer sur les résultats de la première, etc. Et du coup, sur cette base-là, d'aller rechercher des entreprises. Et tout l'enjeu pour nous, c'était de se dire maintenant comment on fait rentrer ces entreprises, sachant qu'elles ne rentrent pas forcément dans le cadre initial tel qu'il avait été défini dans le projet. Nos besoins en termes de consortium ne sont plus les mêmes, etc. etc. Donc la problématique pour nous était de trouver une modalité. On a retenu en fait les dialogues compétitifs pour aller chercher justement des entreprises pour faire des expérimentations qui correspondent à des nouveaux besoins. Alors, le dialogue compétitif est une modalité qu'on a retenue parce qu'elle nous levait un certain nombre de problématiques qui étaient associées aux autres types de procédures, notamment les marchés innovants ou autres. Et ce que ça a de très bien, c'est que ça nous permettait, nous, de proposer des cahiers des charges relativement lâches au départ, pour justement faire venir des entreprises qui correspondaient à des besoins, donc des cahiers des charges qu'on avait établis, mais qui n'étaient pas non plus trop précis. Et de nous permettre, dans la phase de dialogue que permet le dialogue compétitif, c'est-à-dire avant une contractualisation au travers d'un marché un peu ferme, de pouvoir faire des expérimentations à petite échelle. Notre modèle, c'est d'expérimenter à petite échelle, puis à une échelle suffisamment conséquente pour être représentative d'un besoin qu'on pourrait avoir au niveau régional ou national, et enfin après de libérer le projet. Donc le dialogue compétitif nous permettait d'aborder cette première phase, donc l'épreuve de concept, et puis ensuite d'affiner notre cahier des charges au fil de l'eau, et à l'issue de la phase de dialogue, de retenir 2 ou 3 opérateurs qui correspondront strictement au cahier des charges, in fine, celui qu'on aura établi à la fin de la procédure. Donc aujourd'hui, c'est cette modalité nous qu'on met en œuvre pour permettre de re-questionner les besoins à l'innovation au fil de l'eau, et on le déploie sur la téléconsultation, on le déploie sur le maintien à domicile, sur la prévention, sur les sujets de périnatalité. Donc cette modalité, elle est plutôt elle n'est pas si mal adaptée que ça par rapport à notre besoin. Le seul sujet qui se pose, c'est que le dialogue compétitif à la base n'est pas fait pour ça. Et que du coup, il faut qu'on soit assez vigilant en fait dans la phase d'appel à candidature à obtenir des opérateurs qui répondent, qui sont bien adaptés à la fois à notre besoin et à cette philosophie d'expérimentation. Très bien. Hélène, peut-être un témoignage du côté de l'EPA Alzette Belleval sur la mise en œuvre du projet. Je sais que vous avez associé un certain nombre de partenaires. Oui, en effet. Alors nous, le projet qu'on a monté, comment dire, l'AMI démonstrateur de la ville durable, il était à la fois sur des sujets assez innovants, et en même temps, l'enjeu c'était quand même au bout des 3 ans de phase d'incubation qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est de pouvoir arriver à des projets un petit peu concrets, quoi. Donc il fallait avoir à la fois un certain niveau de maturité et en même temps des sujets un petit peu innovants. Et puis, il fallait aussi, dans le cadre de cet appel à projet, pouvoir démontrer qu'on avait la capacité de s'entourer d'expertise. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, les facteurs clés de succès sur cet appel à projet, quoi. C'était tout simplement de bien répondre
la question qui était posée. Alors nous, on avait fait une réponse assez globale sur le site de Micheville. La phase d'incubation étant telle qu'elle est, on a dû se resserrer sur 3 sujets, mais qui sont des sujets assez structurants pour nous. On les a traités sous forme de cycle. Donc il y a le cycle de l'eau, le cycle de la terre et le cycle économique et social. Le cycle de l'eau, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec le pôle Hydréos qui nous a aidé notamment à faire du sourcing. Et là, on est sur une étape ultérieure par rapport à ce qu'on avait fait dans le cadre d'Écocité, avec à la fois des sujets de gestion et d'amélioration de la qualité physico-chimique des eaux, à la fois les eaux pluviales, mais aussi les eaux d'une petite rivière qui est à côté de notre friche industrielle, puisque qui parle de friche parle potentiellement de pollution et donc de lixiviation, quoi. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut être très vigilant. Deuxième point, je vous ai parlé du cycle de la terre. Pour nous, dans un contexte de zéro artificialisation nette, aménager des friches industrielles, c'est très bien, mais si on peut éviter d'aller prélever de la terre naturelle sur d'autres sites pour développer nos propres sites et proposer sur ces écoquartiers l'ensemble de l'écosystème urbain dont on peut rêver, et notamment le sujet des îlots de fraîcheur a été évoqué. C'est très important de pouvoir apporter une végétation assez tôt dans ces écoquartiers et trouver une végétation qui soit à la fois adaptée à l'état actuel des sols et en plus adaptée à l'évolution du climat. Donc là, il y a un double sujet dans ce cycle de la Terre, c'est à la fois c'est ce qu'on appelle l'activation biologique des sols, en fait, partir du substrat qui est présent sur le site et en faire un sol fertile. Et puis deuxièmement, travailler sur des logiques de pépinière pour faire pousser ces végétaux dont je parlais tout à l'heure. Puis un troisième cycle qui est important à nos yeux, c'est le cycle qu'on a appelé économique et social. Et là, on est à la fois sur un sujet de résilience économique et puis aussi d'urbanité des lieux. Quand on crée des écoquartiers, un des enjeux majeurs, c'est aussi de tisser des liens entre les quartiers anciens et les quartiers nouveaux, et puis de proposer une animation dans ces quartiers. Pour nous, ça a été un beau sujet aussi pour travailler sur l'économie sociale et solidaire. Et là, on va faire des expertises économiques pour voir quelle peut être la faisabilité, quel peut être le modèle économique de conciergerie de quartier. Donc, dans une logique, dans un premier temps, d'urbanisme transitoire, et puis plus long si c'est possible. Alors, c'est des sujets qui ne sont pas forcément innovants dans l'absolu, hein, mais c'est des sujets qui sont innovants sur des territoires comme le nôtre. Je crois que c'est ça qui est bien positionné aussi, le type d'innovation qu'on va chercher. Nous, on est beaucoup sur l'ingénierie de projets innovants sur des territoires périurbains, en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, enfin, merci beaucoup. On verra s'il y a des questions dans la salle également. Peut-être, Carino, le projet de la ville de Mulhouse a été lauréat très récemment. La phase d'incubation va s'engager, démarre. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, juste pour revenir en 2 mots sur les questions de réussite, vous dire que lorsqu'un appel à projet ou un AMI sort, pour avoir des chances, il faut qu'il tombe au beau moment pour la collectivité. Il y a un moment où vous avez déjà un projet qui est sur les rails et on saisit la bonne opportunité, et c'est aussi une question de moment. Donc là, l'AMI tombait vraiment au bon moment. Donc on a démarré, pour revenir à ta question, Apolline, on a démarré la phase d'incubation, et notamment sur la question du jumeau numérique. On est en pleine discussion juridique sur les marchés, où les questions de propriété, de réversibilité des solutions sont engagées. Donc on a un volet juridique qui est engagé. Et le deuxième volet, c'est la question des cas d'usage, puisque dans notre étude est prévue sur le jumeau numérique la constitution d'un socle qui permet d'agréger l'ensemble des données pour créer des applicatifs derrière. Donc on a maintenant aussi tout un travail à faire sur les cas d'usage. Et l'autre clé de réussite, c'est effectivement le travail partenarial et se mettre dans un état d'esprit de pouvoir se laisser surprendre et de pouvoir
ne pas avoir des idées trop préconçues, se laisser surprendre sur des phases d'expérimentation, ce qui nous a permis effectivement de faire évoluer nos cas d'usage qu'on n'avait pas forcément prévus dès le départ. Merci à Grantinov pour les partenariats. Merci à vous pour la mobilisation. Et Franck, peut-être pareil, alors c'est officiel, la région est lauréate, ça n'a pas été... Sur les tweets du ministère, c'est officiel, oui. Sur le courrier, j'en sais rien. Voilà, Il n'est toujours pas arrivé. Mais la convention est en cours. Donc, a priori, c'est que c'est bon. Donc, c'est tout récent quand même. Alors, je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Carino. Parce que quand ça tombe bien, c'est mieux. Et nous, ça tombait bien parce qu'on avait préparé la notion d'hyperviseur, etc. Donc, quand l'appel à projet est sorti, c'était le moment. Je dois aussi dire qu'on avait le nez creux, comme on dit, parce que, alors nous, on n'a pas trop la difficulté de savoir comment se couper les cheveux en quatre avec les marchés, parce qu'on a une concession de service public avec Losange qui dure quelques années encore, puisque c'est 2052 l'échéance. J'en verrai sûrement pas la fin, sauf si vraiment on prolonge sérieusement l'âge de la retraite. Quand je dis on était un petit peu, je ne sais pas si qu'est-ce qui nous a passé par la tête de prévoir dans le contrat ce genre de solution, mais c'est qu'on a ouvert à l'époque, donc lorsqu'on a négocié le contrat, c'était début 2017, puisqu'on l'a signé en août 2017, on a prévu des possibilités pour que la région, en tant que maître d'ouvrage, puisse demander à Losange d'ajouter d'autres prestations que juste la construction, la conception, l'exploitation, la maintenance du réseau fibre, qui soient en lien avec, bien sûr, l'outil numérique du marché, mais qu'on puisse, à la demande, rajouter des prestations supplémentaires. Et donc, on a déjà cette capacité d'avoir un contrat qui est déjà ouvert. On a un instant T qui tombait bien, c'est l'appel à projet de l'État avec un hyperviseur qui était déjà lancé. Par contre, ça n'empêche qu'il y a un montage à trouver quand même, parce qu'il faut des partenaires. Certes, il y a Losange, mais Losange n'est pas fournisseur d'hyperviseurs. Losange, donc il y a un certain nombre de partenaires autour de la table, certains qu'il faut plus chercher que d'autres. Pour qui c'est naturel, d'autres c'est moins naturel. Alors, autour de la table, on a un premier volet, je dirais, de consortium, même si j'aime pas trop le terme, parce que c'est plus lié à qui répond à l'appel à projet, alors que là, ce n'est pas le cas, c'est plutôt les partenaires autour de la région. Et le dernier point, alors dans notre cas, mais probablement que ça peut être partagé, c'est la connaissance du territoire, la connaissance des acteurs et l'écoute. Parce que porter un sujet qui ne va pas accrocher territorialement, ça ne servira pas à grand-chose. On peut faire plein de projets. Alors quand je dis partager, ça peut être à l'échelle d'une ville comme Mulhouse, portée, je suppose, en premier lieu par les élus. Sinon, c'est déjà c'est déjà mal barré, comme on dit. Mais en même temps aussi, alors pour nous, c'est encore plus important d'avoir cette accroche locale, territoriale, raison pour laquelle on part sur des démonstrateurs. Parce que venir en disant tout le monde va être séduit par la solution, non. Autant tout le monde attendait la fibre pour des raisons qui ne vous a pas échappé aujourd'hui, encore plus après bientôt 3 ans de pandémie Covid. Mais en même temps, les territoires en ont besoin pour tous être au moins au niveau de l'accessibilité numérique. Mais par contre, les usages, c'est un mot sur lequel plein de gens mettent plein de définitions et personne n'a une définition unique et partagée. Donc c'est là où il faut l'écoute dans les deux sens. Très bien. On arrive presque déjà au terme de notre échange. Peut-être pour le mot de la fin, je vous propose un appel au peuple. Quelle serait la place que vous pourriez laisser dans ces projets-là aux entreprises, aux offreurs de solutions ? Et quels pourraient être les partenariats ou collaborations envisagées ? Jean-Charles, vous avez commencé à en parler un petit peu justement sur cette idée de renouveler les solutions à expérimenter.
Alors oui, effectivement, puisqu'on va renouveler de manière pérenne nos appels à expérimentation, on va faire appel justement à des entreprises innovantes qui peuvent apporter des solutions dans ce contexte sur les différents axes que sont nos axes de travail dans le domaine de la santé. Ça veut dire répondre à ces appels à expérimentation. Bien évidemment, on s'adresse aux entreprises du Grand Est qui sont dans le domaine de la santé. Peut-être que d'autres entreprises qui sont au niveau national pourront aussi avoir envie de répondre et par la richesse des dispositifs d'accompagnement de s'installer aussi en Grand Est, et ça c'est quelque chose qui est important pour nous également. Le troisième élément, c'est qu'il y a des entreprises qui ne sont pas dans le domaine de la santé mais qui développent des technologies qui pourraient être extrêmement pertinentes pour nous et qui pourraient à un moment se poser la question d'un pivot santé et on pourrait les accompagner. Et le dernier élément, c'est qu'il y a aussi des outils d'accompagnement économique qui sont associés à nos projets ou dans lesquels nous sommes rentrés. Il y a les investissements par la Banque des Territoires d'une part, d'autre part à la fois le projet porté par l'Eurométropole de Strasbourg, donc territoire de santé de demain, et nous-mêmes on a intégré un fonds d'investissement qui peut accompagner ces entreprises et ça donne aussi des liens, des proximités justement pour venir entre guillemets expérimentés dans nos terrains de jeu. Donc voilà, on a tous ces dispositifs qui se mettent en œuvre, qui sont disponibles et on invite les entreprises du Grand Est évidemment à se rapprocher de nous, ne serait-ce que pour leur présenter cet écosystème-là et bien sûr les amener à répondre à nos appels à projets. Et j'en profite un dernier mot, c'est que le 13 décembre, on organise justement une présentation plutôt orientée sécurisation des données de santé, donc une réunion de présentation de ces éléments-là qui va se passer à Metz et on vous relaiera l'information, j'imagine, par nos différents canaux et sans doute par Grand Esteur si vous en êtes d'accord. Je regarde Alizé, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Hélène, dans le secteur d'Alzette-Belleval, une place pour les offreurs de solutions, les entreprises ? Ah oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a un établissement public de l'État, donc tous nos contrats passent par le code de la commande publique. Et je dirais que finalement, il y a deux grandes manières de travailler avec nous. La première, c'est tout simplement déjà de répondre à nos marchés. On publie énormément de marchés publics sur l'ensemble de nos opérations. Là, on va commencer à publier les marchés d'études pour la phase d'incubation du démonstrateur de la ville durable, donc sur les 3 thèmes dont j'ai parlé. Il faut y répondre. On travaille beaucoup avec les entreprises régionales parce qu'elles nous offrent de bonnes réponses aux questions qu'on pose. Deuxième chose, et là c'est plus le sujet sur lequel je travaille, c'est nos commercialisations. Nous vendons des terrains et nous les vendons dans le cadre d'appels à projets promoteurs. C'est-à-dire que nous mettons en concurrence les promoteurs sur des projets et nous avons de manière générale des niveaux d'ambition assez élevés en matière de performance environnementale, de performance au niveau carbone aussi, de qualité des espaces qui sont produits. Enfin voilà, on met la barre assez haute. Et donc, ça offre tout un tas d'opportunités pour des entreprises qui innovent dans ces domaines-là. On a déjà travaillé d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le pôle Hydreos. On a pu, dans certains cas, dans certains de nos appels à projets, assurer des mises en relation avec la Fondation Solar Impulse qui a fait un travail d'identification, de sourcing de solutions qui pouvaient répondre finalement, qui pouvaient aider les promoteurs à répondre au niveau d'ambition que nous on mettait dans nos appels à projets. Autre exemple, on est signataire du pacte bois et biosourcés. Ça veut dire que une part très significative des espaces produits, enfin des bâtiments construits dans le cadre de l'OIN sont en construction bois biosourcé. Ce sont des filières, la Fibois est peut-être présente aujourd'hui, je ne sais pas, mais ce sont des filières qui sont très présentes dans la région et des entreprises qui ont vraiment beaucoup à apporter en termes d'innovation, de solutions nouvelles qui peuvent se mettre en œuvre sur notre territoire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Carino, à Mulhouse, une place pour les entreprises innovantes ? Comme je vous disais, à court terme, on est en train de créer le socle de notre jumeau numérique qu'on conçoit comme une plateforme collaborative urbaine. Donc on déploiera ça sur l'année 2023. Et évidemment, maintenant, il faut alimenter cette plateforme par tout type d'applicatifs avec cette vision bénéfice citoyen ou efficience des politiques publiques. Donc, on est à la recherche de solutions pour venir
venir donner vie à ce jumeau. Je suppose même question. Chez nous, je dirais que le terrain de jeu est complètement ouvert, puisque les démonstrateurs, donc, qui dit démonstrateur, dit vitrines, les vitrines seront mises en œuvre courant de l'année 2023 à partir des priorités identifiées localement par les collectivités. Et à ce moment-là, s'il y a des offreurs de solutions, qu'on peut les interfacer, les implanter par rapport à l'hyperviseur, puisque ça c'est quand même la partie de l'AAP, hein, donc il faut bien qu'on parte et qu'on respecte quand même l'esprit de l'appel à projet. Mais par contre, les solutions métiers, celles-là, on ne va pas nous les apporter directement. Donc soit elles sont déjà présentes sur le territoire et on va les intégrer, soit elles ne sont pas présentes et l'intérêt c'est aussi de faire travailler le tissu régional. Merci, merci pour ce dernier tour de table. Alors, je sais qu'on avait pris un petit peu de retard sur le programme de l'après-midi. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions? Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Non, ça a été clair, limpide. Écoutez, il me reste à vous remercier pour vos témoignages. Merci d'être venu à Besançon aujourd'hui. On relaiera les différents appels à manifestation d'intérêt pour les offreurs de solutions sur les différents projets qui ont été présentés. Et puis, à très bientôt. Merci à vous.